Le chiffre du jour, 70 millions, c'est le nombre de filles victimes de violences physiques à travers le monde. Plan Mali et ses partenaires ont partagé ce jour les résultats qui le révèlent. C'était à la faveur de la Journée internationale de la fille. Statut particulier du district de Bamako, autorité politique, parti du même nom, société civile et secteur privé se concertent sur le projet en attendant la loi. Des recommandations sorties du bain révélateur des ateliers. Les Walias éthiopiens n'ont pas résisté aux aigles du Mali qui les ont confondus sur leur propre installation. Les représentants maliens emportent la campagne d'Addis et confortent leur posture à quelques encablures de l'Algérie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La Journée internationale de la fille est célébrée chaque 11 octobre. Autonomiser les adolescentes, mettre fin au cycle de violence, c'est le thème de cette édition. Dans le monde, elles sont environ 70 millions victimes de violences physiques. En Afrique, elles n'ont pas toujours la possibilité d'achever leur scolarité à cause de problèmes sécuritaires, financiers ou encore culturels, selon 2 rapports récents de Plan Mali. Chez nous, la journée a été commémorée dans la commune rurale de Sanankoroba sous la présidence du Premier ministre. Le compte rendu de Ramata Konati. Acte 1, la diffusion des rapports annuels 2014 de l'ONG Plan International sur la situation des filles en Afrique et dans le monde. Près d'un quart des filles de tout le monde, dans le monde entier, âgées de 15 à 19 ans, sont victimes d'une forme ou d'une autre de violences physiques. Et cela veut dire que 70 millions de filles subissent des violences. Si on vient au Mali, nous voyons que 14,3% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans. On note également que 35% des enfants sont victimes du travail préjudiciable. C'est pourquoi le thème retenu cette année est « Autonomiser les adolescentes, mettre fin au cycle de violence ». Un véritable plaidoyer auprès des décideurs, parents et autres acteurs clés du domaine en vue de l'épanouissement des filles. Au-delà des politiques et programmes encourageants qui se mettent en place en leur faveur, il y a l'ultime nécessité de créer un cadre de concertation et de dialogue qui permettra non seulement de planifier et d'harmoniser les interventions en faveur des filles, mais aussi de rendre compte sur les engagements pris individuellement et de manière collective et de déclarer publiquement les résultats attendus. Décrété par les Nations Unies le 20 décembre 2011, le 11 octobre est désormais une date mémorable qui donne chaque année l'occasion à la communauté internationale de réfléchir sur les conditions de vie de la petite fille. Acte 2 de la journée, la remise de kits scolaires à des élèves de la commune rurale de Sanankoroba, dont les écoles bénéficient des actions du projet Promotion de l'autonomisation des filles. Les 11 meilleurs journalistes et animateurs des radios locales, lauréats du concours radiophonique sur la lutte contre l'excision, ont eux aussi été récompensés. Sanankoroba doit savoir que c'est un village pilote presque au Mali. Parce que recueillir le premier village SOS du Mali, c'est à Sanankoroba. Donc vraiment, nous devons vous encourager à prendre soin de tout ce qu'on est en train de faire à Sanankoroba, à participer pleinement et à vous impliquer. Témoignages des filles et femmes bénéficiaires des projets de l'ONG Plan Mali ont également meublé la 3e édition de la Journée internationale de la fille. Occasion pour le chef du gouvernement de rendre hommage à tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de la fille et de la femme. Le premier des sentiments, c'est de la gratitude. Gratitude envers tous ceux qui, tous les jours, comme la petite Pauline, démontrent que l'enfance aujourd'hui est synonyme d'espoir pour notre pays et que les filles aujourd'hui sont prêtes à porter le flambeau du renouveau du Mali et du développement de notre pays. S'il est constaté une progression de la parité entre les filles et les garçons au niveau primaire en Afrique, au niveau du secondaire et du supérieur, l'amélioration est en deçà des attentes, ce qui prouve la nécessité de fournir plus d'efforts pour la réalisation de l'éducation pour tous.
Juste avant le lancement de ces activités, le Premier ministre Moussa Mara, à la tête d'une délégation, avait rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la commune rurale de Sanankourba. Au menu des échanges, les préoccupations des populations de la localité, parmi elles l'insuffisance de centres de santé et d'écoles coraniques dans la commune et le manque de clôture du cimetière. Les notabilités ont encouragé par ailleurs le Premier ministre à poursuivre ses efforts en vue de restaurer la paix dans le pays. Atelier de concertation sur le projet de loi portant statut particulier du district de Bamako. Il vise la création d'un espace de dialogue entre le ministère de la décentralisation et de la ville, les collectivités du district, la société civile, les partis politiques et le secteur privé. Daouda Sidiki Diarra. L'organisation administrative de la ville de Bamako a connu de 1960 à nos jours 4 grandes évolutions. Dans la pratique, l'exercice des compétences a créé souvent des confusions et même des conflits de compétences entre les 6 communes et les districts de Bamako. Cette situation a été la source de nombreuses controverses et a engendré des dysfonctionnements préjudiciables à la qualité des services rendus aux populations. La question de Bamako se pose à nous tous aujourd'hui, on la vit. Comment circuler à Bamako? Comment assainir Bamako? Comment amener l'eau et l'électricité partout à Bamako? C'est une question qui mérite d'être gérée de façon la plus efficace possible. Et au niveau du ministère de la décentralisation et de la ville, nous avons décidé de réinterroger le statut actuel du district. Partis politiques, sociétés civiles, secteurs privés se sont retrouvés à la faveur de cet atelier pour échanger sur les projets portant statut particulier du district de Bamako. Il y a deux types de propositions qui sont sur la table. La proposition qui est sur la table, c'est de voir comment faire évoluer le statut de Bamako pour aller, comme dans beaucoup d'autres pays, à un statut de ville. Une ville, et voir comment aujourd'hui les communes qui sont là, comment faire évoluer leur statut pour qu'ils deviennent, au long des villes, deviennent des communes d'arrondissement. La nouvelle organisation administrative a l'avantage d'instituer un seul niveau de responsabilité et de décision. C'est là pour la gestion des affaires et de la collectivité du district de Bamako. Le maire de Bamako va être le véritable chef de Bamako. Et maintenant, il va avoir des collaborateurs dans les communes, dans ce qu'on appelle les arrondissements, qui vont gérer sous son autorité. Après ces journées de concertation, l'ensemble des acteurs seront mieux informés sur les motivations et orientations de la relecture sur le projet de loi portant statut particulier du district de Bamako. Toujours pour le bien-être des populations de la capitale, visite de chantier du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il est allé constater les travaux d'assainissement des rivières de Bakoni et de Tienkolé en commune 1. Les travaux avancent à souhait, mais les populations commencent déjà à y déverser des ordures. Daouda Sidiki Diarra. Avec un taux d'exécution de 57%, les travaux d'assainissement des rivières traversant les quartiers de la commune 1 confiés au génie militaire avancent normalement. Voilà le constat qu'a fait le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat sur les chantiers. Les travaux sont bien faits, correctement faits, à un niveau que nous ne soupçonnons pas nous-mêmes avant d'arriver ici. Je m'en voudrais de ne pas féliciter le génie militaire pour le travail important qu'il est en train d'accomplir. Les travaux concernent le surcreusement des lits des rivières Bankoni sur 7 km et Tienkolé sur 5 km. Ils sont entrepris afin de prévenir les menaces d'inondation qui pèsent sur ces quartiers. En période hivernale, les populations apprécient les bien fondés des travaux. Cette année, alhamdoulilah, nous les gens de Bankoni, la population, avec sa population de 134 800 habitants, remercie le ministre d'avoir exercé ce travail-là chez nous. Dans l'exécution des travaux, les équipes du génie militaire sont confrontées à d'énormes problèmes. C'est le problème d'accès à ces marigots dû à l'existence de constructions anarchiques. Malgré les sensibilisations à outrance de la commission d'assainissement de la mairie, les populations riveraines continuent de déverser des ordures sur les berges des parties surcreusées de la rivière. Les populations souhaitent que ces 2 rivières soient aménagées à l'image de Diafaranako. Cela fait partie des prévisions du gouvernement. Nous avons identifié un certain nombre de cours d'eau, il y en a 6. Principalement, nous travaillons aujourd'hui sur 3 cours d'eau. Une fois les servitudes libérées,
nous prévoyons, et cela est fortement envisagé, l'aménagement des berges et du lit de ces cours d'eau à l'image du Diafranako. Ces travaux, une fois finis, vont améliorer le cadre de vie des populations et embellir aussi ces quartiers. Le Royaume d'Espagne a célébré sa fête nationale, qui est célébrée d'ailleurs chaque 12 octobre, demain donc, appelée Dia de la Hispanidad, ou Journée de l'Hispanité. Cette fête commémore l'histoire de la découverte de l'Amérique. Ici au Mali, entouré de membres du gouvernement et d'autres diplomates amis, l'ambassadeur a organisé un cocktail. Chaque année a lieu un défilé militaire sur la place Colón de Madrid auquel assistent Sa Majesté le Roi, la famille royale et les représentants les plus importants de tous les pouvoirs de l'État espagnol. Cette date marque la fête nationale de l'Espagne. En clair, elle commémore l'histoire de la découverte de l'Amérique par l'explorateur Christophe Colomb en 1492. Ici au Mali, l'occasion était opportune pour l'ambassadeur du Royaume d'Espagne autour d'un cocktail de parler de l'histoire de son pays et des nouvelles orientations politiques du gouvernement pour consolider l'économie nationale. L'Espagne commence avec joie, avec beaucoup d'espoir, une nouvelle étape de son histoire. Pour cela, le gouvernement espagnol agit sur 3 piliers fondamentaux. La consolidation fiscale, la réforme du système financier et les réformes structurelles pour améliorer la compétitivité, la croissance et la création d'emplois. La coopération entre le Royaume d'Espagne et le Mali a été évoquée dans l'intervention du diplomate. Pour José Maria, le Mali est et reste un pays ami qui peut toujours compter sur l'accompagnement du Royaume. Le Royaume d'Espagne continue avec son accompagnement politique, militaire et de coopération au développement avec le gouvernement malien. Comme le témoigne notre participation au sein de l'EUTM et de l'EUCAP Sahel Mali et notre engagement profond dans le développement du Mali. Une mention spéciale de l'ambassadeur adressée aux militaires espagnols de l'EUTM, aux religieuses et ONG espagnoles qui œuvrent au Mali. Selon l'ambassadeur, la société espagnole est fière de prendre part au bien-être des communautés maliennes. Lancement d'un projet de collecte de fonds pour les enfants en situation difficile dans le nord du pays. Le projet est intitulé « Un enfant, un parrain ». Le compte rendu de Adama Koulibaly. Ce salon de la solidarité va s'ouvrir entre le 20 et le 22 novembre 2014. Il a comme thème pour cette première édition un parrain pour les orphelins de la crise du Nord. Le salon regroupera pendant 3 jours les structures intervenant dans l'humanitaire au Mali. Les représentants de ces structures et le personnel de Tatou Solidarité vont se partager des expositions, des conférences et ateliers, un concours portant sur un projet ou une activité en faveur des orphelins de la crise du Nord, des dîners galas de collecte de fonds. Il s'agit de sensibiliser toutes les personnes de bonne volonté à la cause de ces enfants afin que certains se portent volontaires pour payer leurs frais de scolarité pendant au moins une année scolaire. Nous confectionnerons aussi des badges, bracelets et pins dont les fruits de la vente seront versés dans un compte ouvert dans une banque de la place et dont la gestion se fera avec le service social des armées et le syndicat des administrateurs. Les autorités rappellent que notre pays ne doit jamais perdre cet élan de solidarité. Avec le projet Un enfant, un parrain, nous invitons le peuple malien, sans distinction de race, de sexe ou de religion, tout secteur d'activité confondu, à faire un geste de solidarité en faveur de ces orphelins, soit en prenant en charge leur scolarité pendant 1 an, soit en faisant un don en nature ou en espèces. Une visite des tableaux exposés a bouclé la cérémonie de lancement de ce projet Tatou Solidarité en faveur des enfants orphelins. Pour parler d'Alger, le sujet était au centre d'une rencontre de la coordination des associations et ONG féminines CAFO et des partis politiques. Elle a pour but de combler le déficit de communication sur le sujet avant les négociations proprement dites. Les partis politiques ont salué l'initiative de la CAFO. Timogo Sagara.
C'est un véritable exercice de restitution des pourparlers d'Alger qui s'est donné la présidente de la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, en rencontrant les partis politiques. Les échanges ont porté sur les rôles joués par la CAFO à Alger, les rencontres qu'elle a eues et le déroulement des négociations en cette phase. Nous avons constaté aussi qu'il y a une désinformation, une sous-information, la manipulation de l'information. Et en tant que société civile dont la mission consiste à informer, à donner la vraie information, nous avons voulu par étapes. Parce que les partis politiques, c'est un maillon incontournable. À Alger, la CAFO a travaillé dans la phase d'écoute de la société civile. Selon la présidente, là-bas, les échanges se sont déroulés sans aucune divergence. Il n'a été question ni de fédéralisme, encore moins d'indépendance. La communication a donc manqué à la base au Mali et les partis politiques peuvent jouer leur partition dans ce domaine. La communication doit être intelligente, bien élaborée et qu'il y ait une seule personne qui parle. Celui-là ou celle-là que le président de la République aura désigné comme chef de cette délégation, alors c'est ce chef-là qui doit communiquer. Les participants très intéressés ont salué la démarche de la CAFO et souhaitent des rencontres similaires pour mieux informer les populations à la base sur l'évolution des pourparlers intermaliens avant les négociations proprement dites. Et justement, quelques jours avant la reprise de ces négociations, Sikasso réaffirme son soutien aux autorités. C'était à la faveur d'une marche pacifique. Voyons le compte rendu avec Sekou Konaté. Pour cette marche de soutien aux initiatives de paix et d'unicité du gouvernement du Mali, la société civile a réussi le pari de la mobilisation ce samedi à Sikasso. Association de développement, de femmes, de jeunes, leaders religieux, communicateurs traditionnels, cadres administratifs, élus et chasseurs étaient là pour dire non à toute forme de partition du Mali. Du conseil de cercle, les marcheurs ont bravé le soleil de ce samedi sur Sikasso. Sur plus de 4 km, ils ont scandé l'indivisibilité du Mali. C'est là à une semaine de la reprise des pourparlers intermaliens d'Alger. Au gouvernorat, devant les autorités régionales, les marcheurs ont porté le message du Kénédougou. Nous disons haut et fort non à la division de notre pays, non à la balkanisation de notre nation, non à toute forme d'indépendance pour quelque région que ce soit de notre territoire. Mais nous disons oui à l'unité du Mali, oui à la décentralisation poussée, oui au développement du Mali dans l'unité et l'unicité. En réponse, l'autorité régionale, tout en saluant cet acte patriotique des populations de Sikasso, a invité à une mobilisation continue pour soutenir les plus hautes autorités de notre pays. Il faut rester mobilisé derrière le gouvernement. Nous vous remercions très sincèrement de ce soutien. Nous transmettrons à qui de droit votre message. En tout cas, le Mali, ensemble, aujourd'hui, la démonstration est faite qu'il n'y a pas d'équivoque, que les Maliens veulent rester ensemble, qu'ils veulent garder leur pays comme ce pays l'a été depuis les années de l'indépendance. Une véritable démonstration des populations de Sikasso de leur attachement à la nation qui s'est déroulée sans incident, bien encadré par les services d'ordre. À quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale pour les législatives partielles dans le cercle de Yorosso, le président de la CENI s'est rendu sur place à Yorosso. Il a pu s'enquérir de l'état des préparatifs du scrutin dont le premier tour est prévu pour le 2 novembre prochain. De Yorosso, le président de la CENI a adressé un message à l'ensemble des acteurs politiques. Mamadou Djamoutani est au micro de Daouda Diakité. Messieurs les candidats à l'élection législative partielle d'un député dans la circonscription électorale de Yorosso, conformément au décret numéro 2014-0648/PRM du 1er septembre 2014 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de l'élection partielle d'un député dans la circonscription électorale de Yorosso, la campagne électorale pour le scrutin du 2 novembre 2014 s'ouvre le dimanche 12 octobre 2014
à 0 heure, c'est-à-dire dans quelques heures. Cette campagne constitue pour nous tous une occasion de plus d'avoir une pensée pieuse pour le regretté l'honorable Dramane Goïta, arraché à notre affection le 5 juillet 2014. Elle constitue aussi pour la CENI l'occasion de rappeler que la campagne électorale est une période à la fois exaltante et réglementée, précédant le jour de l'élection, et qui offre aux candidats l'opportunité et toutes les conditions d'échange rapprochés avec les électeurs. Elle ne doit en aucune façon être une menace contre la paix sociale. C'est pourquoi, messieurs les candidats, j'en appelle à votre sens élevé de responsabilité, afin que vous inscriviez vos activités de campagne dans le respect strict de la loi électorale, notamment par l'application de ces articles 72 et 73. Article 72, je cite, « Les pratiques publicitaires à caractère commercial, les dons et libéralités en argent ou en nature, à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer le vote durant la campagne électorale sont interdits. De même, l'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale publique, institution ou organisme public aux mêmes fins est interdite. » Article 72. Il est interdit de procéder, lors des campagnes, à des déclarations injurieuses ou diffamatoires par quelque voie que ce soit, à l'endroit d'un ou de plusieurs candidats ou listes de candidats. Fin de citation. Je vous souhaite alors bonne chance dans une campagne civilisée. Que Dieu bénisse le Mali, un et indivisible. Et ce communiqué qui va dans le même sens, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats et les représentants des partis politiques dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le dimanche 12 octobre 2014 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, Yaya Kone, indépendant espoir 2014, 9h30, M. Paul Cissé, URD. Le monde célèbre le 11 octobre, c'est également la journée mondiale de la vue. Au Mali, une semaine a été décrétée pour la lutte contre la cécité. Elle sera consacrée à la sensibilisation sur l'ampleur et la gravité de la perte de la vue. Le lancement officiel de la semaine s'est déroulé à la Maison des Aînés sous le patronage du Premier ministre, chef du gouvernement. Le commentaire de Makanfin Konaté sur des images du CNX. La cécité touche à environ 180 000 personnes au Mali. 80% de ces cas sont curables si des soins appropriés leur sont apportés à temps. C'est pourquoi le slogan de la campagne 2014 contre la cécité est « Plus aucun cas de cécité évitable ». C'est un appel à tous les acteurs de bonne volonté. Ça a commencé par nous-mêmes d'abord. Nous devrons nous rappeler nos engagements en tant qu'acteurs des services publics. L'appel est également adressé aux organisations non gouvernementales, aux partenaires, et aux communautés également et aux malades eux-mêmes. Il s'agit de faire en sorte que toutes les maladies qui peuvent être à l'origine de la cécité puissent être prises en charge rapidement et éviter la cécité. Il existe 180 millions de personnes souffrant d'une incapacité visuelle. Une personne devient aveugle toutes les 5 minutes à travers le monde. Face à l'ampleur de la situation, l'Organisation mondiale de la santé a lancé l'initiative Vision 2020. Le droit à la vue, il s'agit d'un partenariat mondial pour éliminer les causes évitables de perte de la vue d'ici 2020. Le Premier ministre Moussa Mara en appelle à une synergie nationale pour bouter le fléau hors de nos murs. Les organisations caritatives, fondations, ONG, associations, qui ont aussi des actions souvent remarquables à la matière. C'est un peu cette unité d'action entre l'action publique de l'État et l'action privée de toutes ces organisations caritatives qui pourront nous permettre, je pense, d'atteindre les objectifs de la vision 2020
pour éviter et faire en sorte que définitivement la cécité soit derrière nous. La prévalence de la cécité au Mali est estimée à 1,2%. La moitié de ces cas recensés au Mali est due à la cataracte. Le Lions Club fait de la lutte contre cette maladie son cheval de bataille. L'organisation caritative procède régulièrement au dépistage précoce de la cataracte et autres maladies de la vue au Mali. Sadi pour la création d'une direction nationale de l'école privée pour commémorer le 5 octobre, journée mondiale de l'enseignement. Les enseignants membres du Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, Sadi, ont organisé une conférence débat au siège de la Radio Kéra tout en soutenant le ministre de l'Éducation dans sa lutte contre la corruption à l'école. Le parti préconise sinon le retour à une ancienne méthode de formation, l'évaluation de la douzaine de curricula déjà utilisés. Sur les questions, le professeur Hamatouré du Sadi a été interrogé au micro de Moïse Traoré. Les mots vont du recrutement de personnel non qualifié à des écoles qui n'ont de communautaire que le nom. La conférence débat est initiée par les enseignants membres du Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance Sadi. Si l'on en croit Boubacar Fofana Dibali, le Mali en est à sa 12e méthode d'enseignement depuis l'indépendance. Des méthodes qui n'auraient pas été évaluées. La question n'est pas pour un syndicat simplement de revendiquer les meilleures conditions de vie. La lutte pour une méthode pédagogique qui puisse assurer le développement de la nation aussi est une revendication syndicale. La proposition d'institution d'une direction nationale de l'école privée a fait débat. Le doyen, qui a plus de 40 ans d'expérience, estime que cela suscitera une saine concurrence entre les deux secteurs. Il reviendra alors à la direction de faire appliquer les textes. Justement, les promoteurs doivent garantir le droit du travailleur à se syndiquer. Il s'agit en tout cas de refaire, de défaire les choses, mais ça commence par la tête, ça commence par le sommet. Il ne faut pas en vouloir à l'enseignant, il ne faut pas en vouloir... Les écoles privées qui refusent des syndicats chez eux, mais l'État doit les rappeler à l'ordre. Voilà, c'était donc là un reportage de Moïse Traoré, le ministère du Développement rural qui est désormais à portée de clic. C'est un site entièrement réalisé par l'AGETIC, coût de réalisation 4,5 millions de francs CFA. Makamfin Konati. Un clic, une poignée de main, nous voici sur www.developpementrural.gouv.ml. Une page dédiée au monde rural dans toutes ses composantes. Pour la coordinatrice du projet Sangaré Nyamatoba, ce site est un clin d'œil à la génération antique afin qu'elle s'intéresse au développement rural. On a souvent l'impression que les nouvelles techniques de l'information, que c'est pour les urbains, que c'est pour les jeunes des villes. Et nous nous sommes dit qu'il faut que notre cible, qui est le monde rural, les jeunes ruraux, qu'eux aussi, on arrive à mettre à leur disposition certaines informations. Réalisé entièrement par l'Agence pour les technologies de l'information et de la communication AGETIC, le site a coûté seulement 4,5 millions de francs CFA, ce qui est une source de fierté pour le ministre de l'économie numérique qui invite ses collègues à suivre l'exemple du ministère du Développement rural en faisant confiance à l'expertise de l'AGETIC. J'ai trouvé que le site était formidable dans le sens où il était très complet, dans le sens où il couvrait tous les besoins que peut avoir un internaute en termes d'information, mais aussi en termes d'interactivité, puisqu'il y a un forum. Vous pouvez écrire, être répondu, vous pouvez échanger des idées, des projets. Désormais, pour tout savoir sur le secteur du développement rural, les services centraux, l'agenda du ministre du Développement rural, les textes et lois régissant le développement rural au Mali, un seul clic. www.developpementrural.gouv.ml. Lancement hier des activités de renforcement des capacités des organisations de la société civile de CAI, financées par le PAOS 2 et ses partenaires à hauteur de plus de 35 millions de francs CFA. Le programme concerne les cercles de CAI et Kita. Mahamadi Alioubari. La présente cérémonie marque le démarrage des actions retenues par le PAOS 2 pour la mise en œuvre des plans opérationnels des OSI.
Ce programme d'appui aux organisations de la société civile vise principalement le renforcement des capacités des OSC pour leur meilleure participation au processus démocratique, de réforme de l'État et de décentralisation. Sur 48 dossiers de demande de renforcement des capacités déposés au niveau de l'antenne régionale du programme RPCAI, 33 dossiers de demande d'appui ont été retenus suite à des ateliers de caractéristiques réalisés à CAI par des consultants indépendants. Pour un montant global de plus de 35 millions de francs CFA, ce programme de PAOS 2 se déroulera dans 2 centres, à savoir les cercles de CAI et Kita. Il permet ainsi aux OSC de la région de CAI de renforcer leurs capacités de suivi de l'action publique et d'influence sur les décisions publiques nationales et locales pour le bien-être de la population. La société civile de CAI commence à sortir de sa léthargie et est en train de s'affirmer avec une visibilité et une présence qui doivent se renforcer. Les actions de renforcement de la société civile bénéficiaire de l'AMI 2 constituent une autre occasion pour la société civile d'affirmer davantage par l'acquisition des compétences nécessaires à l'accomplissement de son rôle d'acteur d'influence et de changement social. Ce projet entièrement financé par le PAOS 2 et ses partenaires que sont l'Union européenne, le Danemark, la Suède, la Suisse et le Canada durera 2 mois. Gauche française et l'Afrique subsaharienne, c'est le tout nouveau livre du professeur Abdoulaye Diarra, recteur de l'université de Bamako. L'ouvrage embrasse 3 périodes: la colonisation, la décolonisation et la coopération. Sa présentation a eu lieu à la faculté des sciences économiques et de gestion. Lamine Keita, compte rendu. Ce livre de 350 pages qui vient d'être présenté au public est le dernier d'une série d'ouvrages écrits par le professeur Abdoulaye Diarra. Intitulé « La gauche française et l'Afrique subsaharienne », l'ouvrage parle de la position des partis politiques de gauche européens en général et de la France en particulier sur l'évolution du continent africain. Il traite de la colonisation, de la décolonisation et de la coopération. Les différents partis de gauche en France ont su élaborer des discours justes pour caractériser la domination, pour caractériser l'esclavage, pour caractériser la détérioration des termes de l'échange, pour combattre l'apartheid. Mais ces partis sont intégrés dans un système politique culturel tel que l'application de ces théories était difficile. Et c'est ça, la théorie, lier la théorie à la pratique a été un peu difficile. Mais bon, le discours quand même était un discours porteur. Selon l'auteur du livre, le choix de ce thème s'explique par 2 raisons principales. La première raison, c'était combattre l'idéologie coloniale qui disait que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Or, l'histoire a commencé en Afrique. Okay. Le deuxième point, c'était pour combattre l'idée selon laquelle l'Afrique est divisée en ethnies. Il n'y a d'ethnie que coloniale. Il n'y avait pas de problème entre nos ethnies avant la colonisation. Le professeur Abdoulaye Diarra est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Démocratie et droit constitutionnel dans les pays francophones d'Afrique noire, paru en 2010. Un bouquin à voir dans sa bibliothèque. Célébration à Tamani de la Ziara 2014. La paix et la réconciliation au Mali était au centre des prières des fidèles venus très nombreux. Le président du Haut Conseil islamique et le ministre des Affaires religieuses et du culte y étaient également. Le commentaire de Ali Matina. Comme chaque année à Tamani, le shérif Ousmane Madani Haïdra a célébré jeudi la Ziara. En plus des fidèles d'Ansardine internationale, on y notait plusieurs autres personnalités politiques et religieuses. La paix et la réconciliation étaient au centre de cette édition. Une ziara non seulement qui est aujourd'hui historique, mais symbolique pour l'unité du Mali. Nous sommes là pour lancer un appel à tous les Maliens. C'est pour cela que le symbolique est très fort, pour dire qu'aujourd'hui, plus que hier, nous devrons vraiment nous donner la main pour que le Mali puisse vraiment aller de l'avant. Et qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas à la division, l'heure n'est pas aux critiques, l'heure est aujourd'hui à la réconciliation. Une grande prière a été organisée pour la paix et l'unité du Mali à quelques jours de la reprise des pourparlers d'Alger. C'est pour perpétuer ce qui fait notre valeur, l'islam comme élément de réconciliation, d'entente, mais aussi des rappels que nous ne sommes que pauvres créatures. Parce qu'ici, en ce jour aujourd'hui, c'est pour commémorer
des aïeux, des parents décédés, mais qui ont été un bel exemple d'un islam authentique. Plusieurs fidèles venus de l'intérieur comme de l'extérieur ont prié pour un Mali un et prospère. Et le ministre des Affaires religieuses et du culte qui a le regret d'informer la communauté musulmane que le retour à Bamako des pèlerins du premier avion de la filière gouvernementale initialement prévu ce samedi 11 octobre à 13h30 a connu un grand retard dû à des contraintes indépendantes de la volonté des autorités maliennes. En conséquence, le vol arrivera à Bamako ce soir à 1h45 lors d'arrivée du deuxième avion est prévu pour le dimanche 12 octobre. L'heure d'arrivée du deuxième avion prévu le dimanche 12 octobre fera l'objet d'un communiqué ultérieur. Le 10 octobre est instituée journée d'action mondiale en faveur de l'abolition de la peine de mort. Cette sanction pénale est présente dans les textes juridiques de notre pays, mais son exécution n'est pas toujours effective. D'ailleurs, beaucoup de pays et d'organisations de défense des droits de l'homme comme Amnesty International s'engagent pour son abolition. Garibou Pérou a rencontré les spécialistes. Voyons le reportage. La peine de mort, la condamnation à mort ou la peine capitale est une peine prévue par la loi. Elle consiste à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. La sentence d'une peine de mort est généralement prononcée par la cour d'assises à l'issue d'un procès. Les textes maliens prévoient la peine de mort. Donc la peine de mort est en application au Mali. Tant qu'elle n'est pas abolie, elle est applicable. Raison pour laquelle tous les jours, vous pouvez entendre à travers nos cours d'assises qu'on prononce des peines de mort. Cela ne doit pas vous choquer parce que c'est la loi qui le dit. Et si la loi le dit, nous le prononçons. Maintenant, l'exécution n'est pas du ressort de la justice. L'exécution de la peine de mort relève du pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Bien que prévue dans les textes du code pénal malien, la peine de mort est aujourd'hui mise en cause par les mouvements abolitionnistes qui commencent à prendre de l'ampleur. Ce n'est pas la personne du délinquant qu'on sauve. Il y a beaucoup d'innocents qui sont exécutés pour des raisons politiques. C'est vous les journalistes. Vous payez les plus lourds privés dans beaucoup de pays. On l'applique pourquoi? Est-ce que c'est pour venger la victime? Est-ce que c'est pour châtier le coupable? Ou bien est-ce que c'est pour resocialiser l'auteur de l'infraction? Si l'État veut, à travers les infractions, venger la victime, qu'on le dise clairement, la peine de mort à sa place. On en a connu dans l'histoire. Moi, je pense que à l'état actuel de la civilisation, nous ne sommes plus à l'étape de la vengeance. Tout l'arsenal de notre justice n'est fondé nullement sur la vengeance, c'est sur la réparation. Alors, est-ce qu'il faut punir, châtier? Si tel est le cas, mais en donnant la mort à la personne, vous ne punissez pas, il n'endure rien. Les avancées vers la fin des recours à la peine de mort sont significatives. Le Mali a prononcé des condamnations à la peine capitale, mais il n'y a pas eu l'exécution. La dernière condamnation à mort remonte à 1980. Je crois qu'un décret avait même été pris en 2007 par le Conseil des ministres, en 2007, si j'ai bonne souvenance, et le texte avait même passé à l'Assemblée, où on a renvoyé, pour des raisons que j'ignore, le texte a été renvoyé. D'autres disent que non, ce n'est pas conforme à la religion. D'autres disent non, ce n'est pas conforme à notre culture. Aux États-Unis, il y a eu 141 cas qu'on a innocentés après avoir passé 20 ans dans le couloir de la mort. En Chine, on a exécuté quelqu'un pour avoir tué sa femme. 11 ans après, n'est-ce pas, sa femme a été repérée dans une province. En tant que magistrat, je veux vous dire qu'il n'y a pas pire cauchemar que je crains que je participe à la délibération où je prononce la condamnation à mort d'un accusé et qu'on exécute cet accusé et par la suite on se rend compte qu'il n'était pas coupable.
Si la constitution malienne, dans son article 1er, précise que la vie humaine est sacrée et inviolable, le code pénal, lui, précise que tout condamné à mort sera fusillé. La femme condamnée à mort qui est reconnue enceinte ne subira sa peine qu'après sa délivrance. De même, la femme qui allaite ne sera exécutée qu'après le sevrage de l'enfant. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui a accordé une interview à l'ORTM, et c'est en langue bamana, sur l'an 1 des réalisations de la justice malienne, interview que vous pourrez suivre ce soir même après les émissions catholiques et protestantes. C'est une interview réalisée par Marc Koulibaly. Le comité syndical de l'ORTM renoue avec ses traditionnelles nuits ORTM. L'organisation prévoit cette année des innovations dont nous allons découvrir ici les contenus avec Aljumatina. Après 2 ans d'absence due à la crise politico-sécuritaire que le Mali a connue, le comité syndical de l'ORTM organise cette année les Nuits Miss ORTM. Les Nuits Miss ORTM 2014 sont placées sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale. Il s'impose au comité syndical d'organiser Miss cette année pour plusieurs raisons. La première, c'est que le comité syndical n'a plus de réserve en Miss, ni en Dauphine. Et les compétitions régionales et sous-régionales et même mondiales s'imposent à nous. La politique de l'organisation de Miss ORTM relève de nos comités syndicaux avec la collaboration de la direction nationale de l'ORTM. Les journalistes se sont renseignés sur la participation des régions du nord du Mali, les prix pour les Miss et les critères des choix. Et nous avons décidé d'organiser Miss cette année sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale. À ce sujet, nous avons décidé de délocaliser les régions de Tombouctou, Gao et Kidal, puisqu'encore l'insécurité fait surface. Tombouctou va à Ségou, Gao va à Mopti et Kidal à Sikasso. Nous sommes sur le marché pour un partenaire qui va nous offrir un véhicule pour la Miss de 2014. Les activités commencent par le casting Miss Bamako le 8 novembre 2014 au Café des Arts. Ensuite, la soirée Miss Bamako le 15 novembre 2014 au Palais de la Culture, Amadou Ampateba, et la grande finale Miss ORTM le 21 novembre au Centre de conférences de Bamako. Après cette finale, une grande soirée sera organisée pour la remise des prix aux lauréates. À vous, Marc, jeune fille, la coordination des associations de développement des cercles de la région de Caille en France vient de tenir à Paris une grande concertation sur la problématique du développement de la région. La rencontre a regroupé toutes les associations de ressortissants de la première région en France. Agibou Koulibaly. Cette journée de concertation régionale entre les acteurs associatifs et les partenaires du développement s'est penchée sur le rôle et la place des communautés dans le développement économique de leur région d'origine. La concertation a mis l'accent sur l'apport des migrants pour le développement durable de la région de Caille. Les migrants sont courageux, mais les Caïsiens sont entrepreneurs. Et ils l'ont montré à plusieurs occasions. Preuve, les multiples réalisations faites à Caille, pas seulement à la ville de Caille, mais dans les coins les plus reculés. Le temps n'est plus au transport des femmes enceintes. D'autres dames peuvent aller accoucher. À Caille, ça c'est terminé. 60% des investissements dans la région de Caille qui doivent relever de l'État reviennent aux associations de migrants. Et je pense que là, aujourd'hui, on ne parle pas. Les migrants constituent certes des soutiens inestimables de leurs familles restées au pays. Cependant, pour que l'apport des migrants puisse améliorer le niveau de développement de la région, il est impérieux que les migrants investissent désormais dans les projets porteurs de valeur ajoutée, a martelé le gouverneur de la région de Caille. N'envoyez pas aveuglement votre argent à travers les chemins souvent tortueux, mais vraiment quitter cette tour pompier. Il y a un problème urgent, on envoie de l'argent au gel, mais pour faites en sorte que vous soyez le grand patron du Mali. Et c'est là seulement que nous allons développer notre région et pas les gauchers du Mali. Les participants à cette journée de concertation ont insisté sur l'indivisibilité du Mali et le caractère laïque de la République.
Et sport football, troisième journée des éliminatoires de la CAN 2015. Les Aigles du Mali ont réalisé une bonne opération en s'imposant 2-0 à Addis Abeba contre l'Éthiopie. Avec cette victoire, le Mali compte 6 points à 3, longueur de l'Algérie qui a battu le Malawi par le même score. Khalifa Namantraoré nous résume la rencontre. Après la défaite en Algérie 1-0 il y a un mois, les Aigles du Mali se devaient de réagir lors de cette troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Face aux Walias d'Éthiopie, Sédou Keïta et ses partenaires ont fait respecter leur rang. Un début timide avec quelques bonnes situations de jeu, les nôtres ne sont pas du tout intimidés par l'adversaire du jour, malgré un grand public fortement acquis à sa cause et des conditions climatiques bien favorables. Les multiples inclusions d'Adama Tamboura, Bakary Sako, Tongo Ahmed Doumbia et le tout nouveau Abdoulaye Diaby déstabilisent le jeu éthiopien. Une grande frayeur à la demi-heure avec la sortie de Sédou Keïta sur blessure. Qu'à cela ne tienne, les joueurs maliens réussissent à ouvrir le score. Le coup franc de Bakary Sako est victorieusement repris de la tête par Abdoulaye Diaby. Pour sa première sélection, le nouvel Aigle inscrit son premier but. Les Éthiopiens obligent alors Mamadou Samassa à sortir le grand jeu pour annihiler leurs multiples offensives en guise de réaction. Pour laver l'affront à eux infligé par les Aigles, les Walias font un bon début de deuxième période. Leur élan est vite brisé par le but de Sambouya Tabaré sur un nouveau service de Bakary Sako. À la 62e minute, l'attaquant malien de Wolverhampton, en 3 matchs dans les éliminatoires, a marqué un but et délivré 3 passes décisives. Le Mali gère cette confortable avance et réalise une bonne opération en attendant le retour prévu mercredi au stade du 26 mars à 18h. Les Fennecs d'Algérie sont allés s'imposer à Blantyre 2-0 également devant les Flames de Malawi et occupent la première place du groupe avec 9 points, suivi des Aigles du Mali 6 points. Le Malawi a 3 points et l'Éthiopie 0 points. Et à l'issue de cette rencontre, nos envoyés spéciaux à Addis Abeba, Mara Mali Diallo et Mamadou Sidibé ont recueilli les impressions de quelques acteurs. Nous les écoutons. On avait 10 que gagner ici allait nous permettre d'aller à Bamako avec 3 points et nous laisser la possibilité en gagnant à Bamako de faire un grand pas pour la qualification. C'est ce qui s'est passé ce soir, donc on est très contents. Par rapport à votre blessure, franchement, je ne sais pas. J'espère surtout que je ne vais pas rester des semaines parce que c'est dommage, parce que j'étais dans une bonne période. Et hier, avant-hier, j'avais mal, mais bon, comme c'est l'équipe nationale, souvent on ferme les yeux, même quand on a mal pour jouer. Décisif, ouais, mais bon, après, ce qu'on retient, c'est les 3 points et le travail fourni par l'équipe. Et c'est bien d'avoir gagné à l'extérieur pour pouvoir préparer le match mercredi à domicile. Vraiment fantastique pour l'équipe, pour moi, ma première sélection, premier but. Donc je ne pouvais pas rêver mieux. Maintenant, le plus dur reste à faire. Il faut continuer à travailler, mais je suis très content. Ça a été très difficile. Ici, là, on a beaucoup de mal à récupérer. Donc voilà, mais bon, on a tous fait les efforts ensemble et à la fin, ça a fini par payer. Un match piège, un match difficile pour raison tout simple, c'est qu'on sait qu'ici, on joue à altitude, et ici, le terrain, il est difficile. Mais je crois qu'il faut féliciter à cette équipe malienne par sa présence, par sa présentation, surtout présence dans les duels, dans le travail qu'ils ont fourni, dans la récupération du ballon. Ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'on n'a pas pris les buts. Ça c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a quand même une assise défensive qui est importante pour nous. Et puis aussi, on a extérieur, on a marqué des buts. Donc ça peut-être pour l'avenir, c'est encourageant. Voilà, félicitations aux nôtres et courage pour le reste. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain à 20h, mais avant, vous serez en compagnie à 13h de Kadigatou Kone. Bonsoir à tous.